C'est dangereux parce qu'on gouverne avec la peur. Oui, quand vous essayez de vous organiser, comme nous dit le président de la République, eh bien, vous avez comme réponse qu'il n'y a pas de personnel. Comment un tel défi pour toute une population devrait être géré dans le secret d'un conseil de défense? C'est une logique politique. Ouais. C'est une logique politique. On a décidé de privilégier les cultes, le commerce et non pas la culture. On se retrouve avec une cellule vaccin réduite à quelques personnes, chapeautée par une directrice qui n'est plus là. Je voudrais savoir, au niveau de l'économie, comment on fera quand on ne pourra pas se relever. Parce que quand on aura perdu nos artisans, qu'ils ont perdu leur boulot, on ne les aura plus comme clients. Et nous, restaurateurs, on en bavera. Un message pour votre ministre, Frédérique Vidal? Tu vas peut-être se réveiller, voire démissionner. Parce que de toute façon, elle est responsable. Organiser une stratégie, une logistique performante et avoir comme objectif d'éradiquer le virus. Ce que le vaccin tout seul ne permettra pas de faire à court terme. Par exemple, l'auto-attestation est quelque chose qui a été conçu par ces cabinets de nudging, en l'occurrence c'est BVA. C'est-à-dire qu'on essaie d'orienter les comportements des gens. Voilà. Il y a des paroles et des actes. Derrière, on les voit pas arriver. On ne voit rien arriver. Rien du tout. C'est la licence d'office. Si jamais ils veulent pas céder le brevet, on leur prend. Les restaurants vont rester fermés à Marseille. Qu'est-ce qu'on dit aux Marseillais, aux Aixois pour qu'ils tiennent le coup? Les riches, il n'y a pas de problème, ils boiront chez eux, ils ont des grands appartements. Le problème, c'est les pauvres, parce que les bars sont fermés, on va leur interdire de boire dehors. Il faut quand même rappeler que c'est une politique de classe, cette politique sanitaire. Et là-dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ce type d'interdiction, où le fait d'être raisonnable, et il faut l'être un petit peu, c'est absolument nécessaire, mais interdire à des gens, penser aux étudiants, ou fermer entièrement des universités, ou fermer des lieux de vie, en fait. Des lieux de vie, de lien social. C'est dangereux, parce qu'on gouverne avec la peur. Bon, on sort de 20 ans de guerre au terrorisme, toute la société depuis 30 ans. Et là, le Covid n'est qu'un symptôme. Enfin, il prend le relais de politique de la peur. Et c'est quand même très dangereux, la peur. On connaît les pathologies de la peur en politique. Ça produit des monstres abominables. Et de ce point de vue-là, je trouve que le niveau de peur, de terreur, encore une fois, par rapport au nombre de morts, encore une fois, il y a des tragédies individuelles épouvantables. Mais d'un point de vue collectif, par rapport à beaucoup d'autres enjeux, il me semble que mettre la peur là-dedans, alors qu'il est quand même probable qu'on ait un vaccin en décembre ou en janvier, si on a encore Anthony Fauci, qui est quand même un peu quelqu'un d'assez compétent, je crois, si un vaccin arrive, c'est pas la chose la plus dangereuse. En revanche, s'habituer à avoir peur, s'habituer à se soumettre à la peur, alors ça c'est très 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 dangereux politiquement. Françoise Barré-Sinoussi, je vous pose une question qui a dû vous agacer pendant des décennies à propos du VIH/SIDA. Quand peut-on espérer un vaccin, avec ces articles qui nous promettaient un vaccin tous les mois ou tous les ans? A priori, est-ce que vous pensez que là on va aller plus vite sur la recherche de vaccins, et quand on peut espérer quelque chose? Alors, je ne suis pas devin, je ne vais certainement pas donner de date, j'en ai jamais donné pour le VIH, je ne vais pas commencer à en donner maintenant pour le SARS-CoV-2, parce que je vais dire, ça serait mentir, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, en tous les cas, c'est que effectivement, tout est mis en œuvre pour accélérer le plus possible la recherche sur le vaccin, pour les autorisations, pour... Peut-être même parfois, et on en parlera peut-être, accélérer même un peu trop les choses, comme ça peut être le cas par exemple en Angleterre aujourd'hui. C'est-à-dire ? Avec l'idée d'avoir des volontaires qui seront vaccinés et qui recevraient après du virus pour démontrer plus rapidement l'efficacité du virus. Il y a quelque chose qui est lancé en France, je crois que l'INSERM vient de publier un appel à volontaires. Oui, non, mais la France ne va absolument pas faire ça. D'accord. La France, il n'est pas question en France d'aller infecter les personnes vaccinées, qui sont dans des essais vaccinaux. Non, ça, éthiquement parlant, pour la France, c'est inacceptable. Ça a été d'ailleurs dit dans un document que l'on avait fait conjointement, le Conseil scientifique et CARE, qui n'était absolument pas
question, éthiquement parlant, c'était inacceptable de le faire. Et de toute façon, ça n'était pas non plus une solution pour connaître toute l'efficacité des vaccins. Donc, oui, les choses s'accélèrent parfois peut-être un peu trop vite dans certains pays. Dans d'autres, je dirais, c'est bien que ça s'accélère. On a une dizaine de vaccins aujourd'hui, de candidats vaccins en essai d'efficacité en soi qui ont démarré ou qui démarrent. Et on peut espérer avoir des résultats, je dirais, l'année prochaine. Mais les résultats, ça ne veut pas dire qu'ils seront positifs. Hein. Je ne sais pas si le vaccin marchera ou pas, ou un ou deux vaccins marcheront ou pas, mais en tous les cas, on aura des résultats. L'Institut Pasteur à Lille, je crois, a identifié une molécule existante qui aurait des effets sur le Covid. Pour l'instant, elle n'a pas été nommée pour éviter, je pense, une ruée dans les pharmacies. Est-ce que ça pourrait être rapide ? Alors là, c'est pour le traitement, c'est plus pour la prévention. Écoutez, oui, pour l'instant, ce sont des études en laboratoire, hein, en culture de laboratoire. Donc, ils vont commencer, à ma connaissance, des essais thérapeutiques randomisés. Il va falloir attendre les résultats des essais cliniques et on croise les doigts pour que ça marche. La première vague a été extrêmement brutale. L'hôpital n'a pas tenu, ce sont les individus qui ont réussi à résister à cette vague en se mobilisant. La confraternité, la solidarité a fait que, en effet, on a réussi à prendre en charge les malades de manière... c'était la guerre, il faut être clair. Notre hôpital, il a été particulièrement submergé et on a su, par solidarité, s'adapter. Mais ça, c'était sur une période extrêmement brève, période, si vous voulez, qui a été supportable justement parce que c'était sur un temps court. Maintenant, l'organisation. Quand aujourd'hui, on est dans une situation très différente. L'épidémie évolue beaucoup plus lentement pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que les malades arrivent plus progressivement, c'est moins brutal. Mais il faut ouvrir des unités Covid pour s'en occuper. Aujourd'hui, quand on met en place, donc on a des cellules de crise, on a des réflexions communes pour savoir comment absorber cet afflux de malades. Et aujourd'hui, quand vous essayez de vous organiser, comme nous dit le président de la République, eh bien, vous avez comme réponse qu'il n'y a pas de personnel. C'est-à-dire quand vous dites on va ouvrir une unité supplémentaire pour prendre en charge cet afflux de malades Covid, la réponse est très simple, il n'y a pas de personnel. Pour où est-elle ? Donc, vous avez beau essayer de vous organiser, si on ne vous donne pas les moyens de le faire en être humain, eh bien, ce n'est pas possible. Ils ont mis en place une plateforme de gestion des renforts ressources humaines de l'ARS. Notre hôpital a fait 5 demandes par jour depuis plusieurs jours. On n'a eu aucune réponse. C'est-à-dire que quand on demande des renforts en ressources humaines infirmiers, on ne les obtient pas. L'intérim ne répond plus. C'est extrêmement compliqué de se préparer parce que justement, comme c'est très différent de la première fois, quand on fait des réunions de crise en essayant d'anticiper, en disant mais est-ce qu'on va ouvrir une trelle, comment on va faire pour absorber le flux, comme on est dans l'inconnu, on ne veut pas entendre parler de déprogrammation pour l'instant parce qu'évidemment, il faut prendre en charge les autres malades. Les spécialistes veulent continuer à assurer les activités, ce qui est normal. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'arriver à gérer les 2 flux de patients en même temps. Parce qu'on n'a pas les moyens. Quand vous avez tous les services aujourd'hui ont des taux d'occupation des lits habituels qui sont proches de 95-100%. On n'a aucune marge de manœuvre. Et déjà sur ces lits-là, on n'a pas suffisamment de personnel avec parfois des manques de personnel. Pour vous donner un exemple, le samedi soir, dans mon unité, j'ai donc 27 malades, eh bien j'ai une infirmière de nuit pour 27 malades, dont 11 Covid. Ce n'est pas possible. Nous devons nous dire les choses vraiment. La catastrophe, elle n'est pas à venir, elle n'est pas devant nous. Il ne s'agit pas de l'éviter. Non, elle est déjà là. Une catastrophe sécuritaire. Depuis l'égorgement de Samuel Paty, nous le savons, et nous savons que ce terrorisme djihadiste ne disparaîtra pas comme par enchantement, que d'autres actes surviendront, comme récemment à Nice. La catastrophe sanitaire, nous le voyons avec ce virus qu'il faut prendre au sérieux, qui est loin d'être maîtrisé et qui continue de se répandre et de créer une hécatombe. La catastrophe écologique, car cela passe au second plan, mais on vient d'apprendre,
ces derniers jours que jamais la banquise n'a fondu autant depuis qu'on mesure cette partie où, au fond, la Terre se refroidissait, se recomposait, le tout vivant du monde se recréait. Mais l'on pourrait ajouter la catastrophe sociale, car les injustices font croître avec tout cela, la catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des Gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces 3 personnages fantastiques, 3 sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les Gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts, des médias qui ne cherchent plus à comprendre, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de géographie, où il n'y a plus de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent, un présent omniprésent, un présent monstre qui tétanise, qui paralyse, qui immobilise. Alors, face à ce climat où montent les intolérances, les haines, les peurs, nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose, comme des lapins paralysés, justement, saisis dans les phares d'une voiture. Cet aveuglement, c'est de ne plus voir les vraies causes, de ne plus aller les chercher, de ne plus interpeller les vraies responsabilités, les gouvernants, les pouvoirs, les puissants, de ne plus inventer les véritables urgences démocratiques, sociales, écologiques. Car tout ce climat-là, loin de nous protéger, loin de faire reculer ces menaces, il nous affaiblit, il nous expose, il nous fragilise. Nous le savons tous, car ça se voit comme le nez au milieu de la figure par rapport à la crise sanitaire. On l'a vu depuis le début avec les mensonges qui ont accompagné les premières réponses sur les masques, justement, sur les tests. Comment un tel défi pour toute une population devrait être géré dans le secret d'un conseil de défense, avec la décision appartenant à un seul homme, le président, qui serait omniscient? Non, une politique de santé publique, elle s'élabore collectivement, avec tous les acteurs, avec les collectivités, avec les associations, avec toutes celles et tous ceux qui font vivre l'hôpital, les écoles, l'éducation populaire, les quartiers populaires. Mais pire encore, c'est ce que l'on voit évidemment avec le défi que nous lance le terrorisme. C'est terrible ce qu'ils ont essayé de faire avec l'égorgement du professeur Samuel Paty. Ils ont essayé sur un cadavre de faire leur 11 septembre. Vous savez, c'était il y a 19 ans aux États-Unis, les attentats contre les tours jumelles. On le sait tous, et à l'époque, la France y a résisté. Avec un mensonge, avec un aveuglement, ils s'en sont pris à quoi? Aux libertés et à la paix. Aux libertés aux États-Unis même, c'était le Patriot Act. Et à la paix du monde, c'est l'aventure irakienne. Le résultat des courses, c'est qu'en prétendant conjurer des monstruosités, ils ont créé de nouveaux monstres. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'État islamique, Daesh, et tout ce que l'on a vécu en Irak, en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis même? Eh bien, finalement, Trump, dont la réélection est en jeu cette semaine, Trump, la violence américaine, le suprémacisme blanc, le racisme libéré et assumé, non seulement le racisme, l'homophobie, le sexisme, toutes les haines, toutes les hiérarchies des humanités. C'est ce qui nous menace ici, quand on entend sans problème la confusion entre islam et fanatisme, quand on entend sans problème l'amalgame entre musulmans et terroristes, quand on entend sans problème
qu'il faudrait renoncer à nos libertés pour plus de sécurité. On perdra les deux si on le fait, la liberté et la sécurité. Alors, le pire, et c'est désolant de se dire cela avec un gouvernement, un pouvoir qui a été élu, soi-disant pour conjurer la menace de l'extrême droite. L'extrême droite, elle est déjà là. Ses idées sont là. Ses thématiques, ses obsessions, son idéologie. Ils ne la conjurent pas, ils lui font la courte échelle. Ils ne nous en protègent pas, ils mettent tout en place pour que, si par catastrophe nouvelle, supplémentaire, elle venait au pouvoir, elle ait toutes les armes. L'autoritarisme, l'inégalitarisme, les haines et la virulence. Rendez-vous compte, cette extrême droite française qui a une longue histoire, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, l'un de ces groupes, qui est peut-être un groupuscule, mais qui en est néanmoins le laboratoire idéologique historique de cette extrême droite, l'Action française. Place de la Concorde, banderole le 29 octobre, décapitons la République. Ils ne défendent pas la République, ceux qui font la courte échelle à tout cela. Ils préparent, au contraire, la dévitalisation d'une République qui ne serait plus démocratique, qui ne serait plus sociale, qui ne serait plus celle de l'égalité. Les libertés sont en jeu, la liberté de penser, la complexité de la pensée, les libertés académiques, les libertés de la société, de son autonomie. C'est l'enjeu d'une loi de sécurité globale qui va être débattue cette semaine en urgence et où l'on met tout en cause en termes de contrôle de l'action de l'État et de son bras armé, la police. On remplace l'État de droit par un État de police. Voilà, face à tout cela, nous devons tenir bon, faire face, être le camp de la raison face à ce camp de la panique qui nous emmène dans le gouffre. Et du coup, être fidèle à ce que disait Jean Jaurès, que tous les enseignants de France ont cité aujourd'hui. Dans son discours à la jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903. Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart. Quand vous avez donc mis en place, d'une certaine manière, votre propre protocole sanitaire. Tout à fait. Donc déjà à la rentrée... En dépit des règles et du fait que vous n'êtes pas censé le faire. Tout à fait. Donc déjà à la rentrée de septembre, nous avions rédigé un protocole local parce que le protocole qu'on nous a proposé à la rentrée de septembre était bien moins bon, si vous voulez, que celui qui avait été mis en place au moment du déconfinement. Alors qu'après le confinement du printemps, la prévalence du virus était très faible. Donc on avait déjà mis en place des mesures propres à notre établissement, on s'était réunis pour cela. Et la rentrée avait été décalée de 2 jours pour qu'on puisse avoir le temps, entre enseignants, entre personnel du collège, de faire des propositions et de réfléchir là-dessus. À la rentrée, donc ça consiste en quoi, du coup, votre protocole à vous ? Ce qu'on a mis en place en septembre, c'était principalement des sens de circulation, une nouvelle organisation à la cantine. Pourquoi des sens de circulation ? Eh bien parce que les couloirs sont étroits, il faut éviter que les élèves se croisent. Donc on a essayé de faire, dans la mesure du possible, en septembre. Quelque chose qui désormais est dans le protocole depuis la rentrée de novembre. Tout à fait. Donc on a anticipé sur le protocole renforcé. Bientôt il y aura les 2 micros dans les collèges. Et donc vous êtes passé à la vitesse supérieure ensuite. C'est ça. Donc à la rentrée, la rentrée du 2 novembre, après les vacances de la Toussaint, déjà on a été un petit peu choqués par la manière dont le ministre a communiqué sur cette rentrée. On nous a dit qu'il fallait rentrer à 8h, puis à 10h, puis à 8h. Et finalement, voilà, comme vous le savez, l'hommage qui était prévu pour notre collègue Samuel Paty a été en quelque sorte squeezé par Jean-Michel Blanquer lui-même. Donc ça a été déjà une source de mécontentement. On a tenu à s'adresser à l'ensemble des élèves dans la cour de récréation pour leur dire quelques mots là-dessus et pour les prévenir qu'on décidait de banaliser la journée du lendemain. Ça veut dire quoi qu'on banalisait la journée ? Ça veut dire qu'on demande un temps de concertation de l'ensemble des personnels du collège pour plancher sur un nouveau protocole sanitaire
Et cette banalisation nous a été accordée par notre chef d'établissement, mais elle a été refusée par la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a contacté à 17h tous les parents d'élèves du collège. On leur a dit on tient à vous informer de la situation et du fait qu'on a une prévalence très élevée du virus et nous ne sommes pas en mesure d'assurer des gestes barrières minimums et d'assurer la sécurité sanitaire, la protection de vos enfants et par la suite de vous-même. Donc les parents nous ont tout de suite apporté leur soutien. On est en 93, il y avait une mère par exemple qui était aide-soignante au Blanc-Ménil qui me dit voilà, on voit la vague arriver, la situation est catastrophique, on vous soutient, on a peur pour nos enfants. Et c'est grâce à ce soutien des parents qu'on a pu organiser le lendemain ce qu'on appelle un blocus du collège, mais qui s'est fait tout à fait pacifiquement à 7h30 le lendemain. Aucun élève n'est entré dans l'établissement, on est resté jusqu'à 9h devant, et après on a pu gagner ce temps de concertation. On s'est répartis en commission, on a fait une assemblée générale, on a rédigé un protocole sanitaire local qui met en place les demi-groupes. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place des demi-groupes? Parce que ce que demande actuellement le ministère, c'est de garder une classe par salle, c'est-à-dire une salle par classe plutôt, c'est-à-dire que les élèves ne bougent pas, que ce soit les professeurs qui bougent. Mais les établissements scolaires qui ont mis ça en place sont confrontés à des graves problèmes. J'ai eu un collègue de Aulnay-sous-Bois qui était anciennement dans mon collège qui m'a dit mais c'est catastrophique, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de demi-effectif, donc les classes sont toujours aussi pleines. Et quand le professeur s'absente pour aller dans une autre salle, on est au collège, eh bien tout de suite, c'est rapidement le chaos. Les élèves sont laissés livrés à eux-mêmes. Donc c'est très pesant. Les mesures qui sont actuellement préconisées par le ministère pour les collèges, c'est pesant pour les élèves, pour les enfants, et aussi c'est inquiétant pour les parents. Les conditions sanitaires dans les salles de spectacle en général sont impeccables. Il n'y a pas de cluster découvert dans le monde dans une salle de spectacle à ce jour. Encore une fois, on est dans un lieu où, par exemple, le renouvellement d'air dans une salle de cinéma est l'équivalent de celui du TGV. Donc, on a le droit de se bonder sans distanciation, là où dans une salle de spectacle, on a le masque, on ne parle pas, il y a beaucoup plus de volume d'air, etc. Donc, il n'y a pas de problème sanitaire à ouvrir les salles. Quelle logique alors? Donc, c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une logique politique. Ouais. C'est une logique politique. On a décidé de privilégier les cultes, le commerce et non pas la culture. Et c'est bien ça qui pose problème dans cette décision et qui fait que cette décision ne peut pas être acceptée. C'est qu'on nous dit l'élévation de l'esprit dans les églises ou dans les mosquées, d'accord, pas dans les cinémas. Dans un pays laïque comme le nôtre, ça pose problème. On peut considérer qu'il y a une crise du cinéma anglo-saxon. Par exemple, pendant la phase de réouverture, on parle de chiffres très importants en termes de baisse, moins 50, moins 70, moins 80%, mais quand on compare partout en Europe, ce qu'on voit, c'est ce qui manque, c'est la part de marché du cinéma anglo-saxon. Donc par exemple, l'analyse qu'on peut faire de cette crise, c'est qu'on dit on a perdu de la souveraineté en Europe, on n'est plus capable de fabriquer des masques. Mais on peut du coup aussi analyser qu'on a perdu notre souveraineté culturelle. Et du coup, on peut se poser la question de l'Europe, on peut se poser la question justement comment on soutient nos cinéastes, nos films et notre industrie culturelle, et comment on ne fait pas en sorte de l'affaiblir par ces petits coups de semonce, ces petits stop-and-go permanents, parce que préparer l'avenir, c'est aussi préparer notre souveraineté culturelle et la souveraineté européenne de la culture. Lucie Borlotto, sitôt ces annonces connues, la SRF que vous présidez a publié un communiqué au titre éloquent, il s'appelle « Le mépris », comme le film de Jean-Luc Godard. Vous y écrivez « Si on nous met à mort, nous voulons connaître l'accusation. Nous voulons pouvoir nous défendre face à autre chose que le vide et l'absurdité de ce qui nous est infligé. » C'est une mise à mort, Lucie Borlotto ? En fait, c'était d'une telle violence cette annonce, alors qu'on comptait vraiment en fait sur la réouverture des salles. Et vraiment, on l'a su à peine quelques heures avant les annonces de Castex. Il y a eu des rumeurs, évidemment, à partir du lundi, de toute façon dans les médias, etc. Et on a commencé à se dire, on va essayer de préparer un texte parce que là, on ne peut pas rester sans voix. Et effectivement, on a choisi de faire un texte plutôt sous forme de questions pour essayer de mettre le gouvernement face à ses responsabilités et qu'on puisse avoir des réponses, et même en attaquant sous un angle un petit peu même économique, puisque c'est ça qu'ils ont l'air de bien comprendre, pour leur dire à quel point le secteur culturel et le cinéma en particulier, c'est un secteur économique important. C'est plus, je crois, que l'industrie automobile en fait en France, le secteur culturel. Et du coup, on ne comprend pas en fait cette logique. Alors que, comme on le dit dans le texte, on ne comprend pas pourquoi en même temps les lieux de culte par exemple sont ouverts alors que c'est le même dispositif, que les salles de cinéma présentent un dispositif assez sûr d'un point de vue sanitaire. Et encore une fois, c'est terrible pour les films qui auraient dû sortir là, mercredi. J'ai un engagement de principe pour aller les voir, je ne les ai toujours pas vus, mais effectivement, je me bats depuis le mois de septembre, c'est-à-dire le début de la négociation et de la finalisation des contrats, pour que nous ayons accès à ces contrats et surtout, au-delà de notre cas particulier de député européen,
que les éléments qui peuvent être rendus publics de ces contrats, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas liés au secret par commercial le secret des affaires, le soient. Donc les éléments qu'on pourrait rendre publics, ce serait la responsabilité juridique, le coût. Oui, alors par exemple, un sujet sur lequel je pense que vous êtes très sensible, c'est est-ce que on accorde toute la propriété intellectuelle au labo alors qu'on a largement financé la recherche de ce vaccin sur fonds publics. Et donc, quid de notre capacité à acheter des doses à prix courant et marginal pour les transférer notamment au Sud et vacciner des milliards de personnes, par exemple en Afrique. Ça doit faire partie des clauses des contrats. Quels sont le droit là-dessus? Qu'est-ce qu'on a signé? Quel engagement on a obtenu? Aujourd'hui, je n'en sais rien. Il n'y a aucune raison que ce type de clause ne soit pas rendu public. Et si vous avez accès à ces contrats comme vous en avez eu l'accord de principe, est-ce que vous nous donnerez ces informations d'intérêt général auxquelles vous aurez accès et pas nous? C'est pour ça que ça n'est pas notre demande. Notre demande, c'est que ce soit public. Parce que la réponse de la Commission européenne consistant à dire « je vais permettre à certains députés européens, dont moi, président de la Commission Environnement Santé Publique, d'aller voir ces contrats dans une salle de lecture, en laissant mon téléphone portable à l'entrée, en ayant le droit de prendre aucune note, et en étant soumis au secret et à la confidentialité dès que je sors de la salle, une fois que je vous ai dit tout ça, vous avez bien compris que ce n'est pas la solution. Caroline, ce soir, avec Antoine Rouget, vous révélez qu'à Santé publique France, c'est quand même incroyable, il n'y a plus personne pour diriger la cellule vaccin depuis le 31 décembre. Oui, c'est ce que nous révélons. Comment c'est possible? Le contrat de la directrice de la direction alerte et crise de Santé publique France qui chapeaute la distribution de vaccins s'est achevé le 31 décembre. Et là aussi, il n'y a pas de surprise parce que l'échéance de son contrat était prévue. Et nous avons appelé le standard de Santé publique France qui confirme son départ et on a aussi appelé le cabinet de recrutement chargé de la remplacer qui cherche toujours un candidat. Et à l'ère où nous tournons, nous attendons encore les réponses de Santé publique France à nos questions. Ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'aucune leçon ne semble avoir été tirée du printemps, des problèmes sur les masques et sur les tests, où il y a quand même plusieurs rapports de députés, de sénateurs, d'un général qui ont pointé les faiblesses de cette agence qui a des problèmes d'effectifs, qui a été cantonnée à un rôle de simple exécutant. Et or, on se retrouve avec une cellule vaccin réduite à quelques personnes, chapeautée par une directrice qui n'est plus là, et à qui on demande de réajuster chaque jour, on l'a montré tout à l'heure, une campagne vaccinale qui a été mal pensée par le politique au départ. Et ça, c'est quand même inquiétant pour la suite. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde un graphique. Il y a un peu plus de 3000 patients Covid en réanimation. C'est un graphique du gouvernement qui date du 29 octobre. D'après ce graphique, les estimations de l'Institut Pasteur sont flippantes, clairement. Le nombre de patients Covid en réa devrait tripler dans les 2 semaines qui viennent si on regarde ce graphique. Alors, on n'est même plus à 3000, on est aujourd'hui à 3500, donc voilà. On suit la courbe. Ouais. Alors ça, ce sont les projections de l'Institut Pasteur qui n'ont pas été rendues publiques à l'exception de ce graphique. Donc il prévoit effectivement 9200 hospitalisations en réanimation mi-novembre, c'est-à-dire 90% des capacités de réanimation du pays. Ouais. Ce ne sont pas les capacités actuelles. Aujourd'hui, on a 6000 à peu près. Les hôpitaux sont dans une course pour ouvrir des lits de réanimation. Un peu comme en mars. Voilà, comme en mars. Il se repasse la même chose qu'en mars. Donc l'objectif cible, c'est 10 000 lits. Et il prévoit une application à 90%. C'est-à-dire qu'on a attendu que le système hospitalier soit submergé une nouvelle fois pour prendre des décisions. Oui, mais alors figure-toi qu'Emmanuel Macron, il a justifié ce reconfinement à cette date. Lors de son allocution télévisée mercredi dernier, il l'a justifié comme ça. Quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Pas anticipé, surpris, est-ce que c'était vraiment si imprévisible que ça? Non, c'était prévisible, mais on l'écrit depuis fin juillet, début août. Il y a une inversion de la courbe épidémique. Alors là où le président Emmanuel Macron a raison, c'est qu'il y a plusieurs pays européens où il y a une reprise de l'épidémie, mais la France est sur sa trajectoire depuis fin août, septembre, et depuis octobre, on est sur une courbe qui est droite, en fait, qui était prévisible réellement. Pas d'ambiguïté, en fait. Non. Donc,
quand il dit ça, Emmanuel Macron, il ment délibérément, il essaie un petit peu d'arranger la réalité pour masquer le fait qu'il ait pris cette décision trop tard. Il y croit ? On n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans sa tête. Enfin, je pense que politiquement, il essaie de se cacher derrière la reprise épidémique au niveau européen et de masquer effectivement les retards du gouvernement français derrière une situation européenne qui est effectivement inquiétante dans plusieurs pays, que ce soit en Suisse ou en Grande-Bretagne ou même en Italie qui était relativement stable et qui voit une reprise épidémique ces derniers temps. Donc c'est leur pari. Voilà. Ce confinement, on peut espérer que ça porte ses fruits, même dans cette version entre guillemets allégée. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on attend l'effet du couvre-feu et en attendant 2 semaines l'effet du confinement, on verra à ce moment-là si les mesures qu'on prend sont suffisantes pour ralentir la progression de l'épidémie. Le problème, c'est que l'épidémie est très très active en France et qu'on n'aurait pas dû en arriver là. On est aujourd'hui à 50 000 contaminations par jour à peu près. Il faut redescendre à 5 000. Donc, il faut diviser par 10. C'est vraiment un objectif ambitieux pour le moment. Énorme. Oui. Ce qui a été très très marquant, c'est que ce virus, mais comme souvent, il a exacerbé des inégalités sociales existantes de 2 façons. Le virus lui-même, qui du coup, les métiers les plus exposés, les personnes qui ont un état de santé le plus dégradé, sont à la fois plus touchées par la maladie et plus susceptibles de faire des formes graves. Et puis ensuite, les mesures sanitaires qui sont par ailleurs, qui avaient tout à fait leur sens, elles ont évidemment pesé beaucoup plus. Si on parle des gens qui travaillent dans le secteur informel, ils ont du jour au lendemain perdu leurs moyens de vivre et ils ne peuvent pas bénéficier d'un certain nombre de soutiens d'État. Donc on a une exacerbation totale. Par ailleurs, dans un pays qui est assez peu sensible à cette question des inégalités sociales de santé, on a un système de soins qui, dans certains domaines, est ultra performant sur de la médecine spécialisée, sur des domaines de grande technicité. On a les meilleurs spécialistes mondiaux, mais on s'aperçoit que sur ce sujet, inégalité sociale de santé, nécessité d'aller au plus près des besoins des populations, on est complètement démunis. En permanence, je crois qu'il y a eu des disqualifications à la fois des discours des étudiants et des jeunes par rapport à ce qu'ils vivaient. Je vous donne un exemple tout récent. Une étudiante m'expliquait que ses parents n'arrêtaient pas de lui dire « ce n'est pas la guerre ». Mais évidemment, ce n'est pas la guerre, la situation qu'on vit, mais il y a quand même une sorte de violence extrêmement forte liée aux conditions que tout le monde vit, et plus particulièrement les étudiants, parce que vous avez une frontière qui a complètement explosé, et ça, je crois que tous ceux qui travaillent en télétravail ont pu le vivre. Cette frontière entre vie privée et vie publique a complètement disparu. Vous êtes en permanence soumis à une vie extérieure chez vous. Et en ce qui concerne les étudiants, en plus de cela, on les a rendus responsables pendant un temps de la propagation du virus, donc avec le sentiment qu'ils ne pouvaient pas se plaindre et qu'en plus ils étaient responsables. Ça, je pense que c'est un peu hypocrite de la part des discours publics qui ont pu être tenus, parce que globalement, on s'est rendu compte que la diffusion du virus était propre à toutes les catégories et qu'à ce titre, les étudiants étaient les plus ciblés, les plus désignés, et en plus dans les conditions les plus précaires qu'ils soient en situation, dans une cité universitaire ou qu'ils vivent chez leurs parents. Je crois que dans les 2 cas de figure, il y a vraiment une sorte de d'effraction qu'ils vivent intensément, comme on la vit tous plus ou moins, mais eux avec beaucoup moins de moyens de réagir, et notamment parce que ce sont des sujets dépendants. Et je crois qu'on peut faire un parallèle avec les sujets âgés à ce titre. Je voudrais savoir, au niveau de l'économie, comment on fera quand on ne pourra pas se relever. Parce que quand on aura perdu nos artisans, qu'ils ont perdu leur boulot, on ne les aura plus comme clients. Et nous, restaurateurs, on en bavera. Donc on va en crever quoi qu'il en coûte. L'État a quand même annoncé des aides, 10 000 € par mois. Est-ce que vous les recevez? Est-ce que c'est suffisant? On les a reçus le mois dernier, on les a pas reçus ce mois-ci. Pas encore. Non, pas encore. Mais on est le 19. Voilà, on est déjà le 19, hein, donc, sauf que nous, les salaires, on les sort le 5. Que les crédits, en général, vous savez comment ça marche, vous les sortez à peu près vers le 10, votre loyer pareil. Donc nous, tout est déjà parti, sauf qu'on est déjà à découvert. Donc on va
engranger du découvert et engranger des frais bancaires qu'on n'avait pas avant, d'accord ? Juste parce que l'État ne sait pas s'organiser au niveau de ce site, sur le site d'aide pour les métiers de l'artisanat et surtout pour les restaurateurs. Il a envoyé au 15 du mois, il a dit à toute la France, tous les restaurateurs, allez, connectez-vous, faites des clics dessus, ça va marcher. Ça bug tout le temps et il y a énormément de refus. Énormément. Donc là, moi, j'ai une liste de personnes qui ont été refusées alors qu'ils avaient été acceptés lors du mois de novembre. Et on ne sait pas pourquoi. Donc on appelle les impôts, on a appelé Bercy, la centrale de Bercy. Il y a une cellule d'urgence, entre guillemets. Il y a une seule personne pour 10 000 dossiers. Je ne crois pas que l'État ait mis assez de personnel pour aider les restaurateurs. Et il y a des gens qui se suicident. On en parle. Simon, qui a préféré rester anonyme. Simon prépare le CAPES d'histoire. Il vit dans 30 mètres carrés avec sa copine à Paris. Il ne s'estime pas mal loti, mais il ne va pas bien. Comment vous vivez cette période ? Avec beaucoup de colère, un gros ressentiment, une dépression forte et l'impression de ne pas être écouté. Déjà en dépression avant la pandémie, le confinement l'a aggravé. Le confinement de 2020 a été catastrophique. Le manque d'informations, la peur, l'impression que de toute façon notre santé passera toujours après la valeur du concours. Et j'ai été diagnostiqué avec une très grande dépression en septembre. Donc là, je suis traité pour la dépression et pour des pensées suicidaires. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été accompagné dans tout ça ? Alors, par ma psychiatre, oui. Par ma famille, oui. Par ma compagne, oui. Par la fac, non. Pas du tout. Pas d'accompagnement de la part de la fac, c'est bien ça qui le met en colère. Les charges de travail sont énormes, l'administration nous ignore, nous envoie des mails clairement méprisants. Puis le gouvernement, voilà, c'est pas avec Frédérique Vidal qu'on va se sentir soutenu. Un message pour votre ministre, Frédérique Vidal ? Il faut absolument qu'elle prenne conscience de nos conditions. C'est pas possible d'avoir menti en septembre sur les conditions de rentrée, c'est pas possible de maintenir les conditions actuelles, c'est pas possible d'avoir un tel silence sur les suicides, sur les tentatives de suicide, même sur les gens qui ne se suicident pas mais qui sont en dépression. Donc elle va peut-être se réveiller, voire démissionner, parce que de toute façon elle est responsable de ce qui se passe actuellement. Carrément démissionner. Carrément démissionner. Elle est responsable. Quand on tient un ministère et que les gens qu'on a sous sa tutelle se suicident, on dit on sacrifie les jeunes pour sauver les plus âgés. C'est pas vrai. Les plus âgés, on les a abandonnés dans les EHPAD en mars, avril. Ils sont morts du Covid, seuls, se sont étouffés, sans aucune aide, sans personne pour leur tenir la main. Je le rappelle, on ne le dit pas assez. Ils se sont laissés mourir de faim, de désespoir, abandonnés. Ils étaient très âgés. Donc on nous parle d'une politique au service de la vie et au service de nos plus anciens, c'est faux. En réalité, là, on peut prendre un exemple où on voit que c'est faux. De même pour les jeunes. Une partie des jeunes sont plus que jamais choyés en classe préparatoire, par exemple, dans certaines filières, dans des filières professionnelles. Ça fonctionne parfaitement. Enfin, parfaitement non, puisque les gens ont des masques, les gens ont des contraintes, il y a le couvre-feu. Mais ça fonctionne. Donc, c'est plus compliqué que ça. Ce que montre de manière tout à fait spectaculaire votre reportage, c'est l'extraordinaire arbitraire. C'est-à-dire que d'une rue à l'autre, vous allez, ou dans une famille, dans une fratrie, dans la même famille, vous allez avoir un jeune qui va bénéficier de conditions d'études quasiment normales, l'autre qui va être enfermé pendant 1 an, privé de tout lien social, qui va s'enfoncer dans le désespoir, parfois dans la même famille, d'une rue à l'autre. Donc cet arbitraire est insupportable. Plus généralement sur le monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on voit là ? Nous avons d'un côté un ministre qui laisse faire, c'est-à-dire qui accumule tous les facteurs pour qu'il y ait une circulation haute du virus, et qui laisse faire. Bah oui, il laisse faire, puisqu'il continue c'est-à-dire au lieu de mettre en place de manière sérieuse, avec intelligence, avec tact, et d'aider les personnels à le faire, un roulement intelligent, enfin voilà, des moyens de s'organiser pour faire face, eh bien tout le monde, ils le disent très bien là, on fait comme d'habitude, ça n'a pas de sens. Donc aucune mesure sanitaire n'est prise. Ça, c'est pour le secondaire. Et pour le supérieur, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est le confinement depuis quasiment 1 an. Donc c'est vraiment, d'ailleurs c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde, c'est tout ou rien.
tout, c'est-à-dire le laisser-faire comme chez Trump, hein, où on laisse le virus se diffuser, ou bien rien, c'est-à-dire on ferme tout. Ça n'a pas de sens. Le point de départ, je dirais plutôt, c'est cet éditorial du Lancet, donc le rédacteur en chef, Richard Horton, qui est un scientifique extrêmement important, qui déclare, pour ouvrir son éditorial, Covid-19 n'est pas une pandémie. Alors, c'est une épidémie, bien sûr. C'est une épidémie mondiale très grave, mais ça n'est pas une pandémie, dit-il, c'est une syndémie. Alors, pourquoi dit-il cela ? Parce que, en fait, la pandémie, on peut l'entendre dans un sens très restrictif, qui serait une épidémie à diffusion mondiale. Dans ce cas, le Covid-19 en est une. Mais si on entend par pandémie quelque chose du type de la peste, qui touche n'importe quelle personne à égalité, qui menace de mort toute la population mondiale, alors là, on ment, en fait. On raconte n'importe quoi. Alors, qu'on ait pu penser ça... Parce que ce virus, il a touché davantage les populations les plus fragiles. Oui, parce que vraiment... qu'on ait pu penser ça au tout début quand on ne savait pas, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment où ça devient finalement la fabrication d'un imaginaire qui est fallacieux. Parce qu'en réalité, le Covid-19, en soi, c'est un virus qui traverse toutes sortes d'organismes sains et jeunes. Et il s'agit donc de porteurs sains, hein, pour qui ça n'est pas... sauf pour une infime minorité qui, effectivement, existe sur le plan statistique. Mais dans ce cas-là... si on pense à tous les risques qui existent dans nos comportements et en santé, à ce moment-là, on ne sort plus de chez nous, hein, puisque on ne peut plus avoir, finalement, on n'a pas de risque zéro. Donc si on revient à des choses raisonnables, là où le Covid est redoutable, c'est sur des organismes affaiblis, par les maladies chroniques et le vieillissement, les deux étant liés, hein, bien sûr, et sur des organismes affaiblis par le vieillissement et la dégradation de l'environnement, puisqu'il y a des facteurs environnementaux qui font augmenter les maladies chroniques, comme chacun sait, et qui, par ailleurs, se trouvent dans des milieux où le système sanitaire est abîmé ou inexistant. Alors là, nous avons un cocktail parfait pour que ce virus devienne une maladie épidémique qui met en crise le système social. Donc c'est un révélateur. Voilà. Donc en fait, exactement. C'est un révélateur, exactement comme un colorant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution des discours. Par exemple, il y a quelque temps, on nous aurait dit « les chiffres sont pas bons, vous vous êtes relâchés ». Les jeunes se sont relâchés, il y a du relâchement. Vous vous souvenez de toute cette rhétorique du relâchement que j'analyse beaucoup dans le tract et qui est extrêmement problématique. Il n'en est plus question. Pourtant, normalement, il devrait dire ça. Et pourquoi il n'en est plus question ? Parce que, en fait, il y a des communicants qui travaillent intensément derrière tous ces discours, qui travaillent pas forcément bien d'ailleurs, qui travaillent parfois très mal, mais qui travaillent quand même, et qui sont en train de dire qu'il faut arrêter avec le relâchement, il faut arrêter de viser la jeunesse, parce que les réseaux sociaux sont chauffés à blanc du côté des étudiants, parce que les Français en ont marre, enfin bref. Donc on a en fait des techniques de décryptage de l'opinion et des discours qui essaient sans arrêt de manipuler... Qui changent en permanence et qui essaient sans arrêt de manipuler dans le bon sens l'opinion. Donc évidemment, ça crée un dialogue de dupes. Personne n'est dupe en même temps. Tout le monde sait très bien que ce sont des techniques manipulatoires. On n'est pas dans le mensonge caractérisé, on n'est pas non plus dans l'énonciation de vérité rationnelle partagée. On est dans des techniques de manipulation qui utilisent des faits avérés et puis des choses fausses et des fantasmes aussi sur la population. Et malheureusement, tout ça, effectivement, est épuisant et mène à une impasse, au fond. Moi, ce qui m'a intéressé le plus, ce sont ces techniques manipulatoires et la spécificité de ces techniques. Parce que de la manipulation d'opinion, c'est banal. Hein. Tout le XXe siècle est jalonné de ces techniques. C'est la communication politique. Oui, la communication politique. Et puis, ça a été théorisé comme la fabrication du consentement, la manufacture du consentement, toutes ces questions-là, bien sûr. Donc, ça s'inscrit là-dedans. Mais je me suis intéressée à des choses plus spécifiques, en particulier des choses qui s'imposent aujourd'hui depuis 2 décennies à peu près. Par exemple, sous Obama, aujourd'hui avec le gouvernement présidé par Emmanuel Macron, alors c'est vraiment massif, c'est l'économie comportementale. L'idée que nous avons devant nous des populations dont les comportements sont par principe irrationnels, parce que les individus, et a fortiori les collectifs, sont finalement remplis de biais cognitifs, font toujours les mauvais choix. Ça, c'est théorisé par l'économie comportementale, qui rompt avec l'économie néoclassique, qui, elle, se donnait, comme vous le savez, un sujet rationnel. Un homo economicus, calculant au mieux ses coûts et ses bénéfices, ce qui nous permet d'aller vers une harmonie, celle créée par le marché, les interactions privées. Ça, c'était l'économie classique.
et néoclassique. Hein. Et l'économie comportementale, elle va partir du postulat qu'en réalité, cet homme économique, c'est une fiction théorique. En réalité, les vrais hommes, et les vraies femmes, ils sont façonnés par leur histoire évolutionniste, donc. Et c'est pour ça qu'ils ont des biais cognitifs. Et donc, les gouvernants, avec l'aide de toute une ingénierie sociale, avec l'aide des sciences sociales, avec l'aide des psychologues, avec l'aide, pourquoi pas, des sociologues, doivent façonner les comportements en les poussant dans la bonne direction. C'est quelque chose qu'on a découvert Mais par exemple, un exemple concret. Voilà, en travaillant sur ce tract, puisque je le dis au début, je n'étais pas seule pour l'écrire, on a découvert dans nos petites enquêtes que Emmanuel Macron a confié à des conseils de nudging, donc ces techniques d'ingénierie sociale venues de l'économie comportementale, tout ce qui concernait les mesures sanitaires. Par exemple, l'auto-attestation est quelque chose qui a été conçu par ces cabinets de nudging, en l'occurrence c'est BVA. C'est-à-dire qu'on essaie d'orienter les comportements des gens. Voilà, en façonnant, en créant un environnement qui les pousse et qu'ils le fassent de manière infraconsciente, qu'ils n'aient pas à réfléchir. Olivier Véran, lui, dans la surenchère, il dit carrément les 70 millions, c'est-à-dire les bébés, les nouveau-nés, les ados, tout le monde va être vacciné d'ici le 31 août. Franchement, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'il faut qu'on y croie ? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Depuis le début, tous ceux qui ont eu des affirmations péremptoires se sont vus démentis par la réalité. Donc il faut faire attention, il faut reconnaître que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il faut les dire. Donc ne prendre des engagements que ceux qu'on est sûr de pouvoir tenir. Et il y en a beaucoup dans ce que j'ai entendu là, dont il n'est pas absolument certain qu'on puisse les tenir. Comme ? Sur les chiffres de vaccination que l'on a, il faudrait que le vaccin d'AstraZeneca et le vaccin de Johnson & Johnson aient une assez bonne efficacité et une bonne disponibilité. Et par ailleurs, un des problèmes que nous avons actuellement, c'est un problème d'organisation de la chaîne logistique. Avec les 2 vaccins que nous avons actuellement, il est vrai que c'est compliqué, parce que ce sont des vaccins qui doivent être congelés à moins 70, moins 80. Ça, c'est une chaîne du froid particulière. Mais donc, soyons prudents. Là, on a, je pense, tous les inconvénients des 2 côtés. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas la circulation du virus. On a des contraintes dans les libertés d'aller et venir qui traînent dans le temps, avec un retentissement économique malgré tout. Donc ni on gagne sur le front de l'épidémie, ni on gagne sur le front de l'économie. Donc il aurait fallu confiner peut-être de façon très stricte, sur un temps plus réduit, déjà en décembre ou en janvier ou même en novembre, au moment où il y a eu le confinement léger. En novembre, il aurait fallu confiner strictement. C'est l'option que j'aurais privilégiée. Et là maintenant, vous feriez quoi, vous, si vous étiez ministre de la Santé ou directeur général de la Santé ou conseiller stratégique? Qu'est-ce que vous diriez? Le point de vue que je défendrais est que nous sommes sur un plateau élevé et de tendance croissante, avec un nouveau variant qui est plus contagieux et vraisemblablement un peu plus grave. La santé publique britannique commence à nous le dire. Donc, moi, je reste sur cette idée qu'il faut taper tôt, fort et le moins longtemps possible. Ça veut dire quoi en pratique? J'allongerai les vacances scolaires de 2 semaines et pendant le mois de février, je confinerai. Ramener en mars la circulation à un niveau bas et là, maîtriser la circulation du virus avec les outils dont je parlais à l'instant. Donc l'isolement. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Je ne me prononce pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. C'est une pandémie qui est suivie en temps réel. Elle suscite, malgré toutes les imperfections qu'on peut dire, une mobilisation qui est sans équivalent dans notre histoire. Ceci me rend optimiste. Le virus, il va subir une pression vaccinale. L'écologie virale nous apprend que, vraisemblablement, il va tenter de s'échapper. De quelle façon il va s'échapper?
En devenant un virus comme le rhume? Parfait. En devenant un virus plus virulent? En devenant un virus qui va entraîner une mortalité chez les jeunes? Personne n'est capable de le dire. Donc ça ne sert à rien d'être optimiste et pessimiste. Il faut regarder la réalité, débloquer les moyens. On est un grand pays, on peut le faire. Organiser une stratégie, une logistique performante et avoir comme objectif d'éradiquer le virus. Ce que le vaccin tout seul ne permettra pas de faire à court terme. C'est difficile de se mobiliser pour le climat, que les gens ne veulent pas voir cette question-là. Vous pensez que ça va changer, que c'est en train de changer? C'est une hypothèse. Hein. Moi, je suis pour l'hypothèse optimiste, mais c'est possible que non. Mais quand même, il y a une espèce de tension entre le virus, parce qu'il y a une familiarité d'être entre un virus qui réagit à nos actions très rapidement et la question climatique qui réagit très rapidement à nos actions. Ils sont quand même du même ordre, pas de la même taille, pas de la même dimension, mais du même ordre. Donc il y a quand même on se familiarise grâce à l'épidémie avec un type de phénomène dans lequel on va être plongé. Et je pense que ça, c'est relativement positif. Ceci dit, le pire est aussi probable. Est-ce que notre surprise, c'est pas que nous découvrons finalement, on va dire, en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, nous découvrons finalement ce que d'autres personnes ailleurs sur la planète, où il y a des inégalités très fortes, où la crise climatique est déjà très réelle, très prégnante, connaissent déjà en réalité? Ça rend d'autant plus important de faire le lien entre la crise, disons, pandémique et la crise climatique, parce qu'évidemment, toutes les autres cultures, toutes les autres nations savent ces choses parfaitement depuis longtemps, aussi bien les Indiens d'Amazonie que les gens du Bangladesh, que toute une série de civilisations complètement habituées à vivre avec ces êtres qui répondent à nos actions. C'est nous, les modernes industriels privilégiés riches, qui réalisons des choses que nous avions connues, mais que nous avons très volontairement décidé d'ignorer. C'est cette espèce de distance entre le monde où l'on vit, et relativement confortablement pour certains, et le monde dont on vit, et il est en quelque sorte, cette distance, ce porte-à-faux est en train de se rendre beaucoup plus visible, et en particulier grâce au virus. C'est une espèce de titillement continuel, avec des conséquences tragiques pour beaucoup de gens. Donc tout ça rend la question du nouveau régime climatique beaucoup plus prégnante, beaucoup plus corporelle, encore une fois. On était déjà un petit peu tendu, on va dire, vous voyez, il y a un an, on avait monté notre collectif Interhôpitaux en septembre 2019. Le collectif Interurgence était en grève, en mobilisation depuis mars 2019 pour décrire ce qui se passait dans nos hôpitaux publics, pour le manque de moyens. On a eu des paroles, des promesses. Ça doit être une priorité. Il va y avoir un plan massif pour l'hôpital. On n'a toujours pas de revalorisation pour les bas salaires dans l'hôpital. Les infirmières, les aides-soignants, les kinés, tout le monde s'en va. Donc c'est ça la situation. Et aujourd'hui, même sur les questions de vaccination, pour vous donner un exemple, on considère qu'il faut, on n'arrive pas à vacciner nos soignants. Donc il y a des clusters qui se développent. Je ne sais pas qui va s'occuper des malades demain. Enfin, moi, je pense que là, il y a un moment, il faut quand même que ça bouge. Ça aussi, on pouvait l'anticiper. On a besoin de tout ce monde-là. Nous, on demande qu'une chose. Ce que ça a montré, effectivement, ça a été un gros projecteur. Ça a aussi montré des très belles choses, cette crise. Je veux dire, ça a montré une grande solidarité. On l'a vu, notamment nous à l'hôpital. Enfin, franchement, il faut qu'on s'appuie sur ces forces vives, parce que je voudrais pas qu'on ait des discours trop négatifs. Mais là, on nous campe sur sur ce qu'il dit là, c'est tout le décalage depuis le début, comme on a eu aussi après le Ségur, etc. Il y a des paroles et des actes. Derrière, on les voit pas arriver. On ne voit rien arriver. Rien du tout. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une énorme opacité. Donc, le Comité consultatif national d'éthique s'est penché sur cette question. Dont vous êtes membre, on rappelle. Donc j'ai été co-rapporteur avec une économiste de la santé, Florence Juzeau, de ce rapport. Quel est le constat et quelles sont les propositions? Le constat, c'est qu'il y a une opacité majeure, à la fois dans la recherche et développement, dans la production et au final dans la fixation des prix des médicaments. Pourquoi on s'est saisi de cette question? C'était sur la question de l'innovation thérapeutique. Mais en fait, on voit aujourd'hui que c'est les mêmes questions. L'innovation thérapeutique, parce qu'on arrive aujourd'hui dans des situations où on a des prix de médicaments qui sont exorbitants, qui sont délirants. On arrive avec des prix qui sont... Ça a commencé avec le médicament pour l'hépatite C, donc on s'en était un peu ému à ce moment-là, mais qui était autour de 40 000 euros. Et maintenant, on arrive pour le dernier à 2 millions d'euros. Ça n'est pas 2 millions d'euros, ça n'est pas le coût de la recherche et développement, ça n'est pas le coût de production de ces médicaments. Alors on pourrait... C'est juste de la...
C'est de la spéculation. Ce qui se passe, c'est que le modèle de l'industrie pharmaceutique, de l'entreprise pharmaceutique, ce n'est plus des industries, c'est des entreprises pharmaceutiques qui, en fait, ont un modèle qui a complètement changé, externalisation. Ils font appel à des startups pour faire la recherche et développement, ils rachètent, ils financiarisent, pour pouvoir ensuite revendre. Et en fait, tout cet argent est réinvesti simplement pour ça. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la question du modèle de l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'on arrive à avoir beaucoup plus de transparence, il faut qu'on puisse mieux négocier avec l'industrie pharmaceutique. On a une inégalité là, entre les pouvoirs publics et les industriels qui sont... c'est vraiment... Ça, c'est une des grandes recommandations. Il faut qu'on puisse appuyer sur des experts, sur des chercheurs dans le domaine de santé publique. Il faut savoir aussi que notre recherche, je le dis juste et on l'a redit dans la tribune, mais elle est quand même financée, puis ça a été dit, elle est financée par des fonds publics. Elle est dans le monde entier, ça a été le cas. Pourquoi est-ce qu'on a eu ces vaccins aussi rapidement? Parce qu'il y a eu des fonds publics majeurs. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. On a des chercheurs français aussi d'ailleurs qui travaillent là-dessus et pour autant on se retrouve à avoir des médicaments à des prix exorbitants. Le plus dur a été fait. On a trouvé les vaccins. Parce que on a su coder la séquence, le séquençage a été effectué, donc vraiment la recherche y est mise, le plus dur est fait. Et aujourd'hui on a un problème logistique, c'est-à-dire que les labos qui ont produit ça sont pas en mesure de produire des milliards de doses pour toute la planète. Du coup, ça serait assez simple de penser, bon, puisque vous n'êtes pas capable de le faire, vous, Pfizer, pour toute la planète, vous allez confier à Sanofi le soin de le faire, vous allez confier le soin à Bayer, enfin à un certain nombre de professionnels de le faire. Ça bloque à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils ne veulent pas céder le brevet, toujours. D'accord? Donc ça, ce qui permettrait de le résoudre, c'est la licence d'office. Si jamais ils ne veulent pas céder le brevet, on leur prend. Encore une fois, elle est dans la loi, cette licence d'office. Elle est dans la loi. Le deuxième point, c'est que éventuellement, Sanofi, Bayer et compagnie, ils pourraient ne pas vouloir produire. C'est ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être réduits au rang de sous-traitants. Et là, le deuxième outil qu'il s'agit d'activer, c'est la réquisition. Maintenant... moi, il n'y a pas de mystère à pourquoi c'est pas fait. Oui. Parce que les États se sont mis à la remorque des multinationales de l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas trop de mystère non plus sur pourquoi on en parle pas plus que ça, parce qu'on a les ministres qui sont les espèces de VRP de Sanofi et compagnie pour surtout dire non, on va pas faire ça, on va pas faire ça. Donc là, il y a un espèce de bouchon qu'il faut faire sauter. Si on pense que le vaccin est l'outil nécessaire pour y aller pour nous et pour les pays du Sud. Mais là, techniquement, c'est pas compliqué. Il faut une volonté politique qui le fasse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de faire sauter le double nœud de la licence d'office pour choper les brevets et de la réquisition si jamais ils veulent pas mettre leur chaîne en action. Ouais.